Le 17 mars 1998, dans une petite ville côtière du Maine, un hurlement déchire le silence d'une maison ordinaire en bordure de forêt. À l'intérieur, une adolescente de 16 ans, Lily, gît sur le sol de sa chambre, son corps immobile, entouré d'objets du quotidien devenus instruments d'une horreur inimaginable. Des barres de fer, tordues et tachées de sang, abandonnées comme des reliques d'un cauchemar. Son frère aîné, Caleb, âgé de 19 ans, se tient debout à côté, les yeux vides, murmurant des mots incohérents. La police, arrivée sur les lieux, reste figée devant la scène, incapable de comprendre ce qui a pu transformer un foyer banal en théâtre d'une telle atrocité. Ce n'est pas seulement un crime, c'est une fracture dans l'ordre des choses, une plongée dans les abysses de l'esprit humain, là où les liens familiaux, censés être sacrés, se brisent dans une violence qui défie toute logique. Dès les premières secondes, vous voilà happé dans cette histoire, un récit qui ne ressemble à aucun autre. Ce n'est pas juste l'acte en lui-même qui glace le sang, mais ce qui se cache derrière. Un secret si profondément enfoui qu'il menace de réécrire tout ce que vous pensez savoir sur la famille, la confiance et la capacité de l'humain à basculer dans l'inexplicable. Pourquoi Caleb, un garçon décrit comme discret, presque effacé, a-t-il commis l'irréparable? Qu'est-ce qui l'a poussé à franchir cette ligne, à transformer l'amour fraternel en une arme aussi cruelle qu'absurde? Et surtout, y a-t-il une vérité plus sombre encore, tapie dans les ombres de cette maison, que personne n'a encore osé regarder en face? Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes risque de vous hanter, de vous faire douter de ce qui se passe dans les foyers apparemment paisibles autour de vous. Ce crime, survenu dans les années 1990, n'est pas seulement une tragédie. C'est une énigme qui révèle la fragilité de l'esprit humain, la façon dont une pensée tordue peut germer en silence, invisible, jusqu'à exploser en un acte qui marque à jamais une communauté. Vous pourriez être tenté de détourner le regard, mais en restant, vous choisissez de plonger dans une vérité que peu ont le courage d'affronter. Cette histoire ne parle pas seulement de Caleb et Lily, elle parle de nous tous, de ce qui dort au fond de l'âme, prêt à surgir quand on s'y attend le moins. Elle nous rappelle que le mal n'a pas toujours besoin de monstres pour exister. Parfois, il prend le visage d'un frère, d'un voisin, d'une personne en qui vous auriez eu confiance. Alors, si vous êtes prêt à descendre dans ce tunnel sombre, à chercher la vérité derrière ce crime qui a brisé une famille et secoué une ville, je vous invite à faire un geste simple mais puissant. Laissez un « j'aime » pour que cette histoire, trop souvent étouffée par le silence, puisse atteindre d'autres esprits curieux, d'autres âmes prêtes à comprendre ce que personne n'ose raconter. Et dans les commentaires, écrivez cette phrase. Je suis prêt à découvrir la vérité cachée. En le faisant, vous ne vous contentez pas de regarder une vidéo. Vous rejoignez une communauté de chercheurs de vérité, ceux qui osent poser les questions que les autres évitent. Merci d'avoir choisi d'être ici, d'avoir décidé de regarder l'obscurité en face. Préparez-vous, car ce qui vient maintenant contient une révélation clé qui changera à jamais votre vision de l'esprit humain. Dans la petite ville de Havenport, nichée entre des forêts denses et une côte battue par les vents, la maison des Whittaker semblait être un refuge de normalité. Une façade en bois blanc, un jardin bien entretenu, des rideaux fleuris visibles depuis la rue. Rien ne laissait présager le chaos qui s'y déroulait en secret. En ce printemps 1998, les voisins décrivaient les Whittaker comme une famille ordinaire, presque ennuyeuse. Paul, le père, était employé de banque, un homme discret qui saluait poliment mais parlait peu. Hélène, la mère, donnait des cours de piano à domicile, son rire doux résonnant parfois dans la rue. Lily, 16 ans, était une lycéenne studieuse, passionnée de poésie et connue pour sa timidité. Caleb, lui, était l'aîné, 19 ans, un garçon effacé qui passait ses journées à lire des romans de science-fiction ou à bricoler dans le garage. Pourtant, sous cette surface lisse, des fissures invisibles s'étaient formées, des tensions que personne n'avait vues venir, ou que personne n'avait voulu voir. Les premiers indices de ce qui allait devenir une tragédie remontaient à plusieurs mois avant le crime. Les voisins se rappelaient avoir entendu des éclats de voix, rares mais intenses, venant de la maison Whittaker. Rien de précis, juste des bribes de disputes étouffées par les murs. Une fois, Madame Henderson, la voisine d'en face, avait vu Caleb sortir en trombe du garage, le visage fermé, les poings serrés, tandis que Lily, depuis sa fenêtre, le regardait avec une expression indéchiffrable.
On aurait dit qu'ils partageaient un secret, mais pas le genre qu'on raconte, dirait-elle plus tard à la police. À l'école, Lily avait commencé à s'isoler. Ses amis remarquaient qu'elle parlait moins, qu'elle semblait absente, comme si quelque chose pesait sur elle. Lorsqu'on lui posait des questions, elle souriait faiblement et changeait de sujet. Caleb, quant à lui, avait abandonné ses études à l'université communautaire sans explication, passant de plus en plus de temps seul, enfermé dans sa chambre ou dans le garage, où il entassait des outils et des pièces métalliques. Ce qui rendait cette famille si troublante, c'était l'absence de signes évidents. Pas de cris constants, pas de violence visible, pas de scandale public. Pourtant, quelque chose couvait. Les enquêteurs, en reconstituant les mois précédant le crime, découvrirent un journal intime appartenant à Lily, caché sous une latte de plancher dans sa chambre. Les pages étaient remplies de poèmes sombres, de phrases cryptiques sur la peur, la trahison, et une ombre qui grandissait dans la maison. Une entrée, datée de 2 semaines avant sa mort, disait « Il me regarde comme s'il ne me voyait plus, comme si j'étais un problème à résoudre. » Était-ce de Caleb qu'elle parlait, ou d'autre chose, d'une menace plus diffuse qui planait sur la famille? Les enquêteurs ne pouvaient que spéculer, mais chaque mot semblait pointer vers une vérité que Lily elle-même n'osait pas nommer. Caleb, de son côté, était un mystère encore plus grand. Ses anciens camarades de classe le décrivaient comme un garçon intelligent mais distant, quelqu'un qui semblait toujours à la périphérie des choses. Il n'avait pas d'amis proches, pas de petit ami, pas de passions apparentes hormis ses livres et ses projets solitaires dans le garage. Pourtant, ceux qui l'avaient côtoyé parlèrent d'une intensité dans son regard, comme s'il observait le monde à travers un filtre que personne d'autre ne pouvait voir. Un ancien professeur se souvenait d'un essai que Caleb avait rendu, une réflexion étrange sur la mécanique de l'âme, où il comparait les émotions humaines à des engrenages qu'on pouvait démonter et réassembler. À l'époque, cela avait semblé être une métaphore audacieuse, peut-être un peu maladroite. Mais après le crime, ces mots prenaient une teinte sinistre, comme s'ils révélaient une obsession cachée. Ce qui rendait cette histoire si dérangeante, c'était son ambiguïté. Était-ce un crime impulsif né d'une dispute qui avait dégénéré? Ou y avait-il quelque chose de plus calculé, de plus froid, dans les actes de Caleb? Les barres de fer trouvées sur la scène n'étaient pas des objets choisis au hasard. Elles provenaient du garage, où Caleb passait des heures à manipuler des outils. Était-elle un symbole, une arme choisie pour une raison précise, ou simplement ce qui lui était tombé sous la main? Et pourquoi Lily? Pourquoi sa propre sœur, celle avec qui il avait grandi, partageait des souvenirs d'enfance, des moments de complicité? Les enquêteurs se heurtaient à un mur. Caleb refusait de parler. Lorsqu'on l'interrogeait, il se contentait de fixer le sol, murmurant parfois des phrases décousues comme « Elle savait trop » ou « Il fallait que ça s'arrête ». Mais quoi? Quel secret, quelle vérité pouvait justifier une telle horreur? À mesure que l'enquête progressait, un détail troublant émergea. Quelques jours avant le crime, un voisin avait vu Caleb transporter des barres de fer dans le garage, tard dans la nuit. Il semblait nerveux, regardant par-dessus son épaule comme s'il craignait d'être observé. Était-il en train de planifier quelque chose? Ou était-il déjà pris dans une spirale qu'il ne contrôlait plus? Ce qui était certain, c'était que la maison Whittaker n'était pas le havre de paix qu'elle semblait être. Derrière les rideaux fleuris, quelque chose s'était brisé, quelque chose que ni Paul ni Hélène, absorbés par leur routine, n'avaient su voir. Ou peut-être l'avaient-ils vu, mais choisi d'ignorer. L'histoire de Caleb et Lily n'était pas seulement celle d'un crime, c'était celle d'une famille qui, sans le savoir, s'était rapprochée d'un précipice. Chaque jour, chaque silence, chaque regard évité avait construit une tension invisible jusqu'à ce qu'elle explose en un acte qui défiait toute compréhension. Et pourtant, ce n'était que le début. Ce qui allait suivre, les révélations sur Caleb, sur Lily, sur ce qui s'était vraiment passé dans cette maison, allait plonger les enquêteurs, et bientôt, toute la ville, dans un abîme de questions sans réponse. Le garage des Whittaker, un bâtiment modeste accolé à la maison, était l'antre de Caleb. À Havenport, où les hivers rigoureux forçaient les gens à rester cloîtrés, ce lieu était son refuge, un espace où il pouvait se retirer du monde. Les voisins le voyaient souvent y entrer au crépuscule, une silhouette solitaire éclairée par la lumière vacillante d'une ampoule suspendue. À l'intérieur, les murs étaient tapissés d'étagères branlantes, remplies de boîtes de vis, de vieux outils rouillés et de pièces métalliques disparates. Mais ce qui attirait l'attention, après le crime,
C'était une table au centre du garage, couverte de barres de fer soigneusement alignées, comme si elles attendaient d'être utilisées pour un projet bien précis. Ce n'était pas un simple atelier, c'était un sanctuaire, un lieu où Caleb semblait construire quelque chose, ou se perdre dans quelque chose. Les enquêteurs, en fouillant le garage après l'arrestation de Caleb, découvrirent des détails qui donnaient la chair de poule. Parmi les outils, ils trouvèrent un carnet relié en cuir noir, rempli de dessins et de notes rédigées d'une écriture serrée, presque illisible. Les pages étaient recouvertes de schémas complexes, des croquis de mécanismes, des engrenages, des structures métalliques aux formes étranges. Certains dessins semblaient représenter des objets impossibles, des machines qui n'avaient aucun sens pratique, comme si Caleb cherchait à donner vie à une idée qu'il était le seul à comprendre. Mais ce qui troubla le plus les enquêteurs, c'était une série de notes répétitives, écrites en marge. Tout doit être aligné, tout doit être parfait. Elle doit comprendre. Qui était ce « elle » ? Lily ? Ou une entité plus abstraite ? Une obsession qui prenait forme dans l'esprit de Caleb ? Les voisins, interrogés après le drame, commencèrent à se souvenir de détails qu'ils avaient ignorés. Madame Henderson, toujours attentive, raconta avoir entendu des bruits métalliques venant du garage, tard dans la nuit, des semaines avant le crime. C'était comme un martèlement rythmique, presque hypnotique, dit-elle. Une fois, elle avait vu Caleb sortir du garage à l'aube, les mains tachées de graisse, les yeux cernés comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Un autre voisin, Monsieur Carter, se rappela avoir aperçu Caleb transporter une barre de fer dans la maison, un soir d'orage. Il avait trouvé ça étrange mais n'avait pas posé de questions. Les Whittaker étaient des gens discrets. On ne se mêlait pas de leurs affaires, expliqua-t-il. Un regret dans la voix. Ce qui rendait le garage si perturbant, c'était son rôle dans la vie de Caleb. Il n'était pas seulement un lieu de bricolage. C'était un espace où il semblait échapper à la réalité, où il construisait un monde à part, un monde où les règles normales ne s'appliquaient pas. Les enquêteurs trouvèrent des traces de peinture rouge sur certaines barres, comme si Caleb les avait marquées ou décorées. Était-ce un rituel, une préparation, ou simplement le fruit d'un esprit en proie à une fixation inexplicable? Une note griffonnée à la hâte dans le carnet disait « Le métal ne ment pas, il obéit ». Ces mots, lus à la lumière des événements, prenaient une résonance sinistre, comme si Caleb voyait dans ces barres de fer un moyen de contrôler quelque chose, ou quelqu'un. Pendant ce temps, Lily vivait sa propre réalité dans la maison. Ses amis, interrogés après le crime, racontèrent qu'elle semblait de plus en plus nerveuse à l'approche du printemps 1998. Elle évitait de parler de sa famille, mais laissait parfois échapper des remarques étranges. Une fois, lors d'une soirée pyjama, elle avait murmuré à une amie « Parfois j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison. Pas un étranger, mais quelqu'un qui n'est pas vraiment là. » Ses amis avaient ri, pensant à une blague ou à une histoire d'adolescente, mais après coup, ces mots semblaient lourds de sens. Était-elle consciente du changement chez Caleb? Avait-elle perçu dans ses silences ou ses regards une menace grandissante? Les parents, Paul et Hélène, semblaient aveugles à ce qui se passait sous leur toit. Paul, absorbé par son travail, rentrait tard et passait ses soirées dans son bureau, à trier des papiers. Hélène, elle, donnait ses cours de piano avec une régularité mécanique, comme si elle se raccrochait à une routine pour ne pas voir ce qui se désagrégeait autour d'elle. Pourtant, un détail troublant émergea lors des interrogatoires. Hélène admit, les larmes aux yeux, qu'elle avait trouvé Caleb, un soir, assis dans le salon, tenant une barre de fer dans ses mains, le regard perdu. Lorsqu'elle lui avait demandé ce qu'il faisait, il avait répondu « Je réfléchis ». Elle n'avait pas insisté, pensant qu'il traversait une phase. Ce souvenir qu'elle avait enfoui revenait maintenant comme un coup de poignard. Ce qui rendait cette période si dérangeante, c'était l'impression que tout aurait pu être évité. Si quelqu'un avait écouté les silences de Lily, si quelqu'un avait questionné les heures que Caleb passait dans le garage, si quelqu'un avait remarqué les signes, les regards, les murmures, les barres de fer, peut-être que la tragédie n'aurait pas eu lieu. Mais à Havenport, comme dans tant de petites villes, les gens préféraient détourner les yeux. Les Whittaker étaient une famille respectable, après tout. Personne n'imaginait que derrière leurs murs, un drame se préparait, un drame où le métal, froid et impitoyable, deviendrait l'instrument d'une horreur indicible. Et pourtant, l'histoire ne faisait que commencer. Les enquêteurs, en creusant plus loin,
allaient découvrir que le garage n'était pas seulement le refuge de Caleb. Il contenait des indices qui allaient bouleverser leur compréhension du crime. Quelque chose ou quelqu'un avait poussé Caleb à agir. Et ce quelque chose était bien plus complexe qu'une simple dispute familiale. Dans les jours qui suivirent le crime, la chambre de Lily devint le centre d'une attention obsessionnelle pour les enquêteurs. C'était une pièce typique d'une adolescente des années 1990, des posters de groupes indie collés au mur, une étagère remplie de livres de poésie et de romans fantastiques, un vieux lecteur CD avec des disques rayés empilés à côté. Mais sous cette apparence banale, il y avait des indices qui semblaient crier une vérité que personne n'avait su entendre de son vivant. Le journal intime de Lily, déjà découvert sous une latte de plancher, était devenu une pièce maîtresse de l'enquête. Ces mots, écrits dans une encre noire tremblante, révélaient une jeune fille tourmentée, non pas par des drames adolescents ordinaires, mais par une peur diffuse, presque surnaturelle, qui semblait grandir de jour en jour. Les dernières pages du journal, rédigées dans les semaines précédant sa mort, étaient particulièrement troublantes. Une entrée, datée du 3 mars 1988, disait « Je l'entends marcher la nuit. Pas comme avant, pas comme quand on était petit. C'est différent maintenant. Il s'arrête devant ma porte et je sais qu'il écoute. » Une autre, écrite 5 jours plus tard, ajoutait « J'ai trouvé une de ces barres dans le couloir hier. Elle était froide, comme si elle attendait quelque chose. Je l'ai remise dans le garage, mais j'ai peur qu'il sache que je l'ai touchée. » Ces phrases, lues à la lumière du crime, donnaient l'impression que Lily vivait dans une maison où chaque bruit, chaque ombre, était devenu une menace. Mais ce qui intriguait les enquêteurs, c'était l'absence de clarté. De quoi avait-elle peur exactement? De Caleb? Ou d'autre chose qu'elle n'osait pas nommer? En fouillant plus loin, les enquêteurs découvrirent une boîte cachée sous le lit de Lily, un vieux coffret en bois orné de motifs floraux. À l'intérieur, ils trouvèrent une série de lettres, pliées avec soin, mais jamais envoyées. Elles étaient adressées à une certaine M, une personne dont l'identité restait un mystère. Les lettres parlaient d'un poids qui écrasait Lily, d'une vérité qu'elle ne pouvait pas dire à voix haute. Dans l'une d'elles, elle écrivait « M, je veux partir, mais je ne peux pas le laisser derrière. Il est perdu, mais je ne sais pas comment l'aider. Et maintenant, je crois qu'il me déteste pour ça. Était-ce Caleb qu'elle voulait aider, ou quelqu'un d'autre dans la famille? » Les lettres ne donnaient pas de réponse claire, mais elles peignaient le portrait d'une jeune fille déchirée entre la loyauté et la peur. Ce qui rendait ces découvertes si dérangeantes, c'était l'impression que Lily savait que quelque chose de terrible se préparait. Une de ses amies, Sarah, raconta aux enquêteurs une conversation qu'elles avaient eue 1 mois avant le drame. Lily, inhabituellement agitée, lui avait confié qu'elle ne se sentait plus en sécurité chez elle. Elle m'a dit qu'elle avait l'impression d'être observée, pas seulement par Caleb, mais par la maison elle-même, expliqua Sarah, les yeux baissés. Elle avait cru que Lily exagérait, peut-être sous l'effet du stress des examens. Mais maintenant, ces mots résonnaient comme un avertissement ignoré. Sarah ajouta un détail qui glaça les enquêteurs. Lily avait mentionné un bruit venant du garage, un son métallique qui la réveillait parfois la nuit, comme si quelqu'un frappait du métal contre du métal, encore et encore. Les parents, Paul et Hélène, semblaient déconnectés de cette réalité. Lorsqu'on les interrogea sur le comportement de Lily, ils insistèrent sur le fait qu'elle était juste un peu rêveuse, une adolescente sensible qui aimait écrire des poèmes. Mais un détail troublant émergea lors d'un entretien avec Hélène. Elle admit, presque à contre-cœur, qu'elle avait trouvé Lily, un soir, assise sur son lit, fixant une barre de fer qu'elle tenait dans ses mains. Quand Hélène lui avait demandé d'où elle venait, Lily avait murmuré « C'est à lui. Il va être en colère si je la garde. » Hélène, mal à l'aise, avait pris la barre et l'avait remise dans le garage, pensant que c'était un malentendu. Ce souvenir qu'elle avait relégué au rang d'anecdote revenait maintenant comme une preuve de son aveuglement. Les enquêteurs commencèrent à se demander si Lily n'avait pas été, à sa manière, une observatrice silencieuse du basculement de Caleb. Ses écrits suggéraient qu'elle voyait quelque chose en lui, une transformation qu'elle ne comprenait pas mais qu'elle redoutait. Une note dans son journal, datée de 3 jours avant sa mort, disait « Il parle tout seul maintenant, pas à moi, pas à papa ou maman, mais à quelque chose d'autre. Je ne sais pas si c'est dans sa tête ou si c'est réel. » Ces mots donnaient l'impression que Caleb était en proie à une force invisible, une obsession ou une idée qui le consumait. Mais était-ce une maladie mentale? Une influence extérieure?
ou simplement la culmination d'années de ressentiments tus au sein de la famille. Un autre élément troublant apparut lors de l'examen des affaires de Lily. Parmi ses livres, les enquêteurs trouvèrent un recueil de poèmes annotés, avec des passages soulignés sur la trahison et la perte. À côté d'un poème sur une sœur trahie par son frère, Lily avait écrit en marge « Est-ce que je peux encore le sauver ?» Cette question, simple mais déchirante, semblait résumer le conflit intérieur de Lily. Elle aimait son frère, ou du moins l'enfant qu'il avait été, mais elle voyait aussi l'étranger qu'il devenait, et cette dualité la déchirait. Ce qui rendait cette partie de l'histoire si poignante, c'était le sentiment d'une tragédie inévitable. Lily, avec sa sensibilité et son intuition, avait perçu le danger, mais elle était trop jeune, trop seule pour savoir quoi faire. Elle avait tenté de l'écrire, de le confier à ses lettres et à son journal, mais personne n'avait su lire les signes à temps. Et Caleb, de son côté, semblait s'enfoncer dans un monde où Lily devenait, pour des raisons encore obscures, un obstacle à éliminer. Les barres de fer, omniprésentes dans cette histoire, n'étaient pas seulement des armes, elles étaient devenues des symboles d'une rupture, d'une idée tordue qui avait pris racine dans l'esprit de Caleb. Alors que les enquêteurs refermaient le journal de Lily, une question restait en suspens. Qu'est-ce qui avait transformé Caleb? Était-ce un secret partagé avec Lily? Un secret qu'elle refusait de garder? Ou y avait-il autre chose? Une force plus sombre qui avait poussé cette famille au bord du gouffre? Les réponses, s'il y en avait, se trouvaient peut-être dans les mots que Caleb refusait de prononcer. Caleb Whittaker, menotté et assis dans une salle d'interrogatoire au mur gris de la petite station de police de Havenport, était une énigme vivante. Depuis son arrestation le soir du 17 mars 1998, il n'avait presque pas prononcé un mot. Les enquêteurs, habitués aux suspects qui clamaient leur innocence ou s'effondraient sous la pression, se retrouvaient face à un jeune homme dont le silence semblait plus lourd que n'importe quelle confession. Il fixait le sol, ses doigts tapotant nerveusement sur la table métallique, un rythme irrégulier qui semblait refléter un chaos intérieur. Lorsqu'on lui posait des questions sur Lily, sur les barres de fer, ou sur ce qui s'était passé dans la maison, il se contentait de murmurer des phrases décousues. C'était nécessaire, ou elle ne comprenait pas. Ces mots, prononcés d'une voix monocorde, donnaient aux enquêteurs la chair de poule, non pas à cause de ce qu'ils disaient, mais à cause de ce qu'ils laissaient deviner. Une conviction froide, presque mécanique. Derrière l'acte, l'inspecteur principal, Robert Klein, un vétéran de la police locale, avait vu son lot de criminels. Mais Caleb était différent. Il ne semblait ni en colère ni triste, raconterait-il plus tard. C'était comme s'il était ailleurs, comme s'il suivait un script que lui seul pouvait lire. Les premières heures d'interrogatoire furent un calvaire. Caleb ne niait pas le crime. Il n'avait pas besoin de le faire. Les preuves étaient accablantes, mais il refusait d'expliquer pourquoi. Lorsqu'on lui montrait des photos de la scène, il détournait les yeux non pas par honte, mais comme s'il voulait protéger une vérité qu'il n'était pas prêt à partager. Une fois, alors que Klein insistait sur le lien fraternel entre lui et Lily, Caleb avait levé les yeux pour la première fois, son regard perçant, et avait dit « Elle n'était plus ma sœur, pas à la fin ». Ces mots, prononcés avec une étrange certitude, laissèrent un silence glacial dans la pièce. Les enquêteurs décidèrent de creuser dans le passé de Caleb, espérant trouver des indices sur ce qui avait pu déclencher un tel acte. Ils interrogèrent ses anciens professeurs, ses camarades de classe, même des membres éloignés de la famille. Ce qui émergea était le portrait d'un jeune homme brillant mais isolé, un esprit curieux qui semblait toujours à la recherche de quelque chose que personne ne pouvait définir. Un ancien ami, qui avait perdu contact avec Caleb après le lycée, raconta qu'il avait toujours été fasciné par les machines et les systèmes. Il disait que tout dans le monde pouvait être réduit à des pièces comme un puzzle qu'on pouvait démonter et remonter, expliqua-t-il. Cette obsession pour l'ordre et la logique semblait inoffensive à l'époque, mais elle prenait maintenant une teinte inquiétante, surtout à la lumière des barres de fer et des schémas trouvés dans le garage. Un détail troublant émergea lorsqu'un psychologue, appelé pour évaluer Caleb, examina son comportement. Le docteur Margaret Ellis, spécialisé dans les troubles de la personnalité, remarqua que Caleb semblait détaché de la réalité, mais pas de manière chaotique. Il donnait l'impression de suivre une logique interne, comme s'il avait construit un monde où ses actions avaient un sens, nota-t-elle dans son rapport. Elle ajouta que Caleb montrait des signes de pensée obsessionnelle, peut-être même de délire.
Mais il était trop tôt pour poser un diagnostic. Lors d'une session, elle lui demanda pourquoi il avait choisi les barres de fer. Caleb, après un long silence, répondit « Le métal est pur. Il ne change pas. Il fait ce qu'on lui demande. » Cette réponse, bien que vague, semblait confirmer que les barres n'étaient pas un choix aléatoire. Elles faisaient partie d'une vision, d'un plan, même si ce plan restait incompréhensible. Pendant ce temps, la ville de Havenport était en ébullition. Le crime avait brisé le calme de cette communauté paisible, et les rumeurs allaient bon train. Certains disaient que Caleb était possédé, d'autres qu'il avait été manipulé par une force extérieure, une secte, peut-être, ou une influence plus obscure. Ces théories, bien que farfelues, reflétaient l'incapacité des habitants à accepter qu'un garçon ordinaire puisse commettre un tel acte. Mais les enquêteurs, eux, se concentraient sur des faits plus concrets. Ils revinrent au carnet trouvé dans le garage, celui rempli de dessins et de notes cryptiques. Une page, en particulier, attira leur attention. Un croquis d'une barre de fer, entouré de mots répétés comme un mantra, aligné, corrigé, terminé. À côté, une phrase griffonnée à la hâte, « Elle voit trop. Elle sait. » Était-ce une référence à Lily? Était-elle devenue, aux yeux de Caleb, une menace pour son monde soigneusement construit? Un autre élément troublant fut découvert dans les affaires de Caleb. Dans une boîte cachée sous son lit, les enquêteurs trouvèrent une collection de petits objets appartenant à Lily. Un bracelet en perles qu'elle portait souvent, une page arrachée d'un de ses poèmes, un ruban qu'elle utilisait pour attacher ses cheveux. Ces objets, soigneusement rangés, semblaient être des trophées, ou peut-être des reliques d'un lien brisé. Mais pourquoi les avait-il gardés? Était-ce de la culpabilité, un désir de conserver une partie de sa sœur, ou quelque chose de plus sinistre? Les enquêteurs ne pouvaient s'empêcher de penser que ces objets étaient liés à l'idée que Caleb se faisait de Lily, non plus comme une personne, mais comme un problème à résoudre, un élément désordonné dans son système. Ce qui rendait cette phase de l'enquête si dérangeante, c'était le sentiment que Caleb n'était pas simplement un meurtrier. Il y avait une méthode dans son silence, une intention derrière ses mots épars. Il ne cherchait pas à se défendre, mais à protéger quelque chose, une idée, une croyance, ou peut-être un secret qu'il partageait avec Lily. Les enquêteurs commencèrent à se demander si le crime n'était pas l'aboutissement d'un conflit plus ancien, d'une fracture qui avait grandi entre le frère et la sœur, invisible aux yeux de leurs parents. Et si Lily, avec ses poèmes et ses lettres, avait tenté de donner un sens à ce qu'elle voyait en Caleb? Et si elle avait compris trop tard qu'elle était devenue la cible de son obsession? Alors que les interrogatoires se poursuivaient, un nouvel indice émergea, un indice qui allait jeter une lumière encore plus troublante sur l'histoire. Un témoin, un ancien voisin qui avait déménagé peu avant le crime, contacta la police avec une information qu'il avait hésité à partager. Ce qu'il révéla allait ouvrir une nouvelle piste, une piste qui menait non pas à Caleb ou à Lily, mais à la maison elle-même, et à ce qui s'y était passé des années auparavant. La maison des Whittaker, avec ses murs blancs et ses volets soigneusement peints, semblait être un symbole de stabilité dans la petite ville de Havenport. Mais lorsque l'ancien voisin, Monsieur Harold Grayson, contacta la police quelques jours après l'arrestation de Caleb, ces révélations jetèrent une ombre nouvelle sur cette façade impeccable. Grayson, un retraité qui avait vécu en face des Whittaker jusqu'en 1996, avait hésité à parler, par peur d'être jugé ou de raviver de vieilles blessures. Mais le poids de ce qu'il savait l'avait poussé à briser son silence. Ce qu'il raconta aux enquêteurs n'était pas seulement une anecdote, c'était une clé pour comprendre que le crime de Caleb n'était peut-être pas un événement isolé, mais l'écho d'un passé enfoui dans les murs de la maison. Grayson expliqua que les Whittaker n'étaient pas les premiers occupants de la maison. Avant leur arrivée en 1985, la propriété appartenait à une autre famille, les Carver, dont l'histoire avait marqué Havenport d'une tache sombre. En 1982, un drame s'était déroulé dans cette même maison. Une femme, Eleanor Carver, avait été retrouvée morte dans le garage, tuée par un objet contondant, une barre de fer selon les rapports de l'époque. Son mari, accusé du crime, avait clamé son innocence, affirmant qu'un intrus était responsable. Mais les preuves étaient accablantes, et il fut condamné à perpétuité. L'affaire avait été vite oubliée, reléguée aux archives poussiéreuses de la ville, et la maison, vendue à bas prix, avait accueilli les Whittaker quelques années plus tard. Grayson, qui avait été proche des Carver, se souvenait d'une chose troublante.
Eleanor avait parlé, peu avant sa mort, d'une présence dans la maison, quelque chose qui la rendait nerveuse, comme si elle se sentait observée. Ce parallèle entre les deux crimes, une femme tuée par une barre de fer dans le même lieu, des années plus tôt, donna aux enquêteurs l'impression que l'histoire se répétait, comme une malédiction inscrite dans les fondations de la maison. Ils rouvrirent les dossiers de l'affaire Carver, cherchant des similitudes. Les rapports décrivaient une scène étrangement similaire, des barres de fer trouvées près du corps, des marques de coups précis, presque méthodiques. Mais ce qui troubla le plus les enquêteurs, c'était une note dans le dossier, rédigée par un officier à l'époque. Le mari d'Eleanor avait mentionné, lors de son interrogatoire, que la maison lui parlait. À l'époque, ces mots avaient été interprétés comme une tentative désespérée d'échapper à la culpabilité. Mais maintenant, ils résonnaient avec les murmures incohérents de Caleb, ses allusions à une nécessité, à une logique, qu'il était le seul à comprendre. Les enquêteurs décidèrent d'explorer la maison Whittaker plus en profondeur. Ce qu'ils découvrirent dans le garage renforça leur malaise. Sous une pile de vieilles planches, ils trouvèrent une trappe menant à une petite cave, un espace que même Paul et Hélène ignoraient. À l'intérieur, l'air était lourd, chargé d'une odeur de rouille et d'humidité. Les murs étaient couverts de marques étranges, des griffures et des symboles gravés, certains récents, d'autres beaucoup plus anciens. Parmi eux, un motif revenait, une spirale entourée de lignes droites, comme un engrenage simplifié. Ce symbole, les enquêteurs le reconnurent immédiatement. Il était identique à ceux dessinés dans le carnet de Caleb. Était-ce une coïncidence? Ou y avait-il un lien entre Caleb et l'histoire des Carver? Un lien qui transcendait le temps et la raison? Les parents de Caleb, interrogés sur l'histoire de la maison, affirmèrent n'avoir jamais entendu parler des Carver. Mais Hélène, en fouillant dans ses souvenirs, mentionna une anecdote troublante. Peu après leur emménagement, Caleb, alors âgé de 6 ans, avait commencé à faire des cauchemars. Il parlait d'une dame dans le garage qui lui demandait de réparer les choses. À l'époque, Hélène avait mis cela sur le compte de l'imagination d'un enfant dans une nouvelle maison. Mais maintenant, ses souvenirs prenaient une teinte sinistre. Avait-il vu quelque chose, senti quelque chose, qui l'avait marqué pour toujours? Et Lily, avec sa sensibilité, avait-elle elle aussi perçu cette ombre du passé? Les enquêteurs se tournèrent à nouveau vers le journal de Lily, cherchant des indices. Une entrée, datée de l'automne 1997, mentionnait un incident étrange. Caleb m'a emmené dans le garage hier soir. Il voulait me montrer quelque chose. Il a pointé une vieille boîte rouillée et a dit qu'elle parlait. J'ai ri, mais il était sérieux. Ça m'a fait peur. Cette boîte, retrouvée dans la cave sous le garage, contenait des objets disparates, des vis, des clous, et une photo jaunie d'une femme qui ressemblait étrangement à Eleanor Carver. Était-ce une relique laissée par les anciens occupants? Ou Caleb l'avait-il trouvée par hasard, alimentant une obsession qui allait le consumer? Ce qui rendait cette découverte si dérangeante, c'était l'idée que la maison elle-même pouvait être plus qu'un simple décor. Les habitants de Havenport, bien que réticents à l'admettre, commençaient à murmurer que la maison Whittaker était maudite. Les plus superstitieux parlaient de malédiction, de fantômes, d'une énergie malveillante ancrée dans les murs. Les enquêteurs, eux, restaient pragmatiques, mais ne pouvaient ignorer les parallèles troublants entre les deux affaires. Était-il possible que Caleb, influencé par un passé qu'il ne comprenait pas, ait rejoué un drame ancien, ou était-ce simplement une coïncidence amplifiée par la douleur et le choc de la tragédie? Alors que les enquêteurs s'enfonçaient dans cette piste, un nouvel élément émergea, un témoignage inattendu, venant d'une source qu'ils n'avaient pas encore explorée. Une ancienne enseignante de Caleb, qui avait gardé contact avec la famille, révéla un détail qu'elle avait hésité à partager. Ce qu'elle savait allait plonger l'enquête dans une direction encore plus sombre, révélant que le lien entre Caleb, Lily et la maison n'était peut-être pas le fruit du hasard. L'ancienne enseignante de Caleb, Madame Clara Thompson, était une femme respectée à Havenport, connue pour sa patience et son dévouement envers ses élèves. Lorsqu'elle contacta la police presque 2 semaines après le crime, sa voix tremblait au téléphone. Elle avait hésité à parler, par loyauté envers les Whittaker, mais ce qu'elle savait pesait trop lourd sur sa conscience. Assise dans le bureau de l'inspecteur Klein, elle raconta une histoire qui ajouta une nouvelle couche de mystère à l'affaire. Ses souvenirs, bien que fragmentaires, semblaient indiquer que Caleb, bien avant le drame, était déjà en proie à une obsession étrange,
une fixation qui semblait liée à la maison et peut-être à Lily elle-même. Clara se souvenait de Caleb comme d'un élève brillant mais singulier. À 14 ans, il avait suivi son cours de littérature au lycée, où il se distinguait par ses analyses profondes, mais souvent déroutantes. Un jour, il avait rendu un devoir sur Macbeth, comparant la culpabilité du personnage à une machine cassée qui ne pouvait être réparée qu'en cassant tout le reste. Clara avait trouvé l'idée audacieuse, mais ce qui l'avait marqué, c'était une conversation qu'elle avait eue avec Caleb après la classe. Il lui avait confié, presque à voix basse, qu'il entendait parfois des instructions dans sa tête, des pensées qui ne semblaient pas venir de lui. Il a dit que c'était comme si quelqu'un lui parlait, mais pas avec des mots, avec des images, des formes, expliqua-t-elle. À l'époque, elle avait mis cela sur le compte de l'imagination d'un adolescent sensible, mais maintenant, ces mots prenaient une résonance inquiétante. Ce qui troubla Clara encore plus, c'était un incident survenu l'année suivante, lorsque Caleb avait 16 ans et Lily 13. Lors d'une réunion parents-professeurs, Hélène avait mentionné que Caleb passait de plus en plus de temps dans le garage, à construire des choses. Elle s'inquiétait, non pas à cause de ses activités, mais parce qu'il semblait distant, presque hostile, surtout envers Lily. Clara, qui enseignait aussi à Lily à l'époque, se souvenait d'une fillette douce mais réservée, qui semblait toujours sur ses gardes, en présence de son frère. Une fois après un cours, Lily était restée pour parler à Clara. Elle lui avait confié, les yeux baissés, que Caleb changeait, et qu'elle ne savait pas pourquoi il était si en colère contre elle. « Il me regarde comme si j'avais fait quelque chose de mal », avait-elle murmuré. Clara avait essayé de la rassurer, mais elle n'avait pas creusé davantage, pensant qu'il s'agissait d'un conflit fraternel banal. Ce témoignage poussa les enquêteurs à réexaminer le comportement de Caleb dans les années précédant le crime. Ils commencèrent à se demander si son obsession pour les barres de fer et les schémas mécaniques n'était pas une manifestation d'un trouble plus profond, peut-être amplifié par un événement ou une influence extérieure. Le docteur Margaret Ellis, la psychologue qui avait évalué Caleb, fut rappelée pour analyser ces nouveaux éléments. Elle émit l'hypothèse que Caleb pourrait souffrir d'un trouble dissociatif ou d'une forme de schizophrénie à début précoce, caractérisée par des pensées intrusives qu'il aurait pu interpréter comme des instructions. Mais ce qui la troublait, c'était la précision de ses actions, le choix des barres de fer, les dessins dans son carnet, les objets de Lily qu'il conservait. Ce n'est pas le comportement d'un esprit chaotique, nota-t-elle. C'est comme s'il suivait un plan, une logique qui lui semblait inéluctable. Les enquêteurs revinrent à la maison Whittaker, cette fois avec un regard nouveau. La cave sous le garage, découverte récemment, devint un point focal. Les symboles gravés sur les murs, ces spirales entourées de lignes droites, semblaient correspondre à ceux du carnet de Caleb. Mais certains étaient bien plus anciens, peut-être datant de l'époque des Carver. Un expert en archéologie locale, appelé pour examiner les gravures, suggéra qu'elles pourraient être liées à une vieille superstition régionale, une croyance en des gardiens ou des forces qui habitaient certains lieux. Bien que sceptiques, les enquêteurs ne pouvaient ignorer le fait que Caleb semblait fasciné par ces symboles. Avait-il découvert quelque chose dans la maison, quelque chose qui avait alimenté sa fixation? Un autre indice troublant émergea lors d'une fouille plus approfondie de la cave. Sous une pile de débris, les enquêteurs trouvèrent un vieux carnet, différent de celui de Caleb avec une couverture en tissu élimé. Il appartenait, selon une inscription à l'intérieur, à Eleanor Carver. Les pages, jaunies par le temps, contenaient des notes sur la maison, des observations sur des bruits et des ombres qu'Eleanor disait percevoir. Une entrée, datée de 1981, disait « Le garage me fait peur. Il y a quelque chose là-dedans. Quelque chose qui veut qu'on l'écoute. » Ces mots, si proches de ceux de Lily et des murmures de Caleb, donnaient l'impression que la maison elle-même était un acteur dans cette tragédie, un catalyseur qui poussait ses occupants vers la destruction. Ce qui rendait cette phase de l'enquête si perturbante, c'était le sentiment que Caleb n'était peut-être pas entièrement maître de ses actes. Était-il manipulé par une force psychologique, un délire amplifié par l'histoire de la maison, ou était-ce simplement une coïncidence, un esprit fragile qui avait trouvé dans les reliques du passé un moyen de justifier ses pulsions? Les enquêteurs, déchirés entre rationalité et malaise, commençaient à se demander si la vérité résidait dans les mots que Caleb refusait de dire. Lors d'un interrogatoire, alors que Clean lui demandait directement s'il avait entendu quelque chose dans la maison,
Caleb leva les yeux et, pour la première fois, esquissa un sourire. « Vous ne comprendriez pas, dit-il. C'est plus grand que nous tous. » Cette réponse, bien que vague, envoya un frisson dans l'équipe. Ils décidèrent de creuser plus loin, non seulement dans le passé de la maison, mais dans celui de la famille Whittaker elle-même. Ce qu'ils allaient découvrir allait révéler que le lien entre Caleb, Lily et les événements de 1982 n'était pas seulement symbolique, il était personnel, ancré dans un secret que même Paul et Hélène avaient peut-être ignoré. Les enquêteurs, guidés par les indices troublants de la cave et les témoignages qui s'accumulaient, décidèrent de plonger plus profondément dans l'histoire de la famille Whittaker. Ce qui émergea n'était pas seulement une connexion avec les Carver, mais une révélation qui liait Caleb et Lily à un passé que leurs parents avaient désespérément tenté d'enterrer. Paul et Hélène, interrogés à nouveau dans le salon même de leur maison désormais scellée par le ruban jaune de la police, se murèrent d'abord dans le déni, mais sous la pression des questions précises, sur leur arrivée à Havenport, sur les premiers mois dans la maison, sur les enfants à l'époque, les fissures apparurent. Hélène, les mains tremblantes autour d'une tasse de thé froid, finit par avouer un détail qui changea tout. Avant Caleb et Lily, il y avait eu un autre enfant. En 1984, un an avant l'achat de la maison, Paul et Hélène avaient perdu un bébé, une petite fille prénommée Emma, emportée par une maladie soudaine. Le couple, dévasté, avait quitté leur ville d'origine pour recommencer à Havenport, attiré par la maison des Carver, vendue à vil prix après le meurtre d'Eleanor. Ce qu'ils n'avaient pas dit à personne, pas même à leurs amis les plus proches, c'était que Caleb, alors âgé de 5 ans, avait été profondément marqué par la mort d'Emma. Il passait des heures à parler à sa petite sœur dans son berceau vide, refusant d'accepter son absence. Hélène raconta la voix brisée qu'un soir, Caleb avait pris un jouet, une petite barre métallique d'un jeu de construction, et l'avait frappée contre le mur murmurant « Je vais la réparer ». Paul avait écarté l'incident comme une crise de colère enfantine, mais maintenant, ces mots résonnaient comme un présage. Ce qui rendait cette révélation si glaçante, c'était le lien avec la maison. Peu après leur emménagement, Caleb avait commencé à explorer le garage attiré par les outils abandonnés par les Carver. Parmi eux, des barres de fer rouillées, vestiges du drame d'Eleanor. Hélène se souvenait vaguement d'avoir vu Caleb les manipuler, les aligner comme des soldats, en disant qu'elle aidait Emma à revenir. À l'époque, elle avait ri nerveusement, attribuant cela à l'imagination débordante d'un enfant en deuil. Mais Lily, née 2 ans plus tard, avait grandi dans l'ombre de cette obsession. Les enquêteurs découvrirent, en fouillant les archives familiales chez les parents, une série de photos jaunies. Caleb, enfant, tenant Lily bébé dans ses bras, mais fixant non pas l'enfant, mais une barre de fer posée à côté, comme si elle faisait partie de la scène familiale. Le docteur Ellis, la psychologue, fut consultée pour analyser ce nouveau contexte. Elle suggéra que la perte d'Emma avait créé chez Caleb une fixation sur le contrôle et la réparation, des thèmes qui se manifestaient dans ses dessins et ses activités dans le garage. Lily, en grandissant, était devenue, aux yeux de Caleb, une projection ambiguë, une sœur à protéger, mais aussi un rappel douloureux de ce qui avait été perdu. Une entrée dans le journal de Lily, relue à la lumière de ces révélations, prenait un sens nouveau. Il me traite parfois comme si j'étais elle, comme si je pouvais la remplacer, mais je ne suis pas Emma. Était-ce cela qui avait fait basculer Caleb? L'idée que Lily, en refusant ce rôle, avait brisé son illusion, transformant l'amour en une nécessité destructrice? Les enquêteurs poussèrent plus loin, contactant des membres de la famille élargie. Une tante, sœur d'Hélène, confirma que Caleb avait été un enfant, hanté par la mort d'Emma. Lors d'une visite, elle l'avait surpris dans le garage, gravant des symboles sur les murs, les mêmes spirales que celles trouvées dans la cave. Il disait que c'était pour appeler Emma, que la maison savait où elle était, raconta-t-elle. Paul, confronté à ses souvenirs, admit enfin qu'il avait ignoré les signes, trop absorbé par son propre chagrin et son nouveau travail. Il avait même encouragé Caleb à passer du temps dans le garage, pensant que cela l'aiderait à se recentrer. Ce qui avait été perçu comme une activité inoffensive était devenu le creuset d'une obsession qui s'était nourrie des échos du passé des Carver. Un détail particulièrement troublant émergea lors d'une expertise des objets dans la cave. La boîte rouillée contenant la photo d'Eleanor Carver portait des empreintes digitales vieilles de plusieurs années, celles de Caleb, confirmées par comparaison avec des échantillons récents. Comment avait-il pu la toucher si jeune?
Était-il attiré par ces reliques, les intégrant à son propre deuil? Et Lily, avec sa sensibilité, avait-elle perçu cette connexion? Ces lettres à M, peut-être pour maman ou mémoire, semblaient maintenant pointer vers un secret familial que Caleb protégeait farouchement, un secret où elle se sentait piégée. Ce qui rendait ce lien si dérangeant, c'était l'idée que le crime n'était pas un acte isolé, mais le point culminant d'une chaîne de pertes et de silence. La maison, avec son histoire sanglante, avait amplifié le traumatisme de Caleb, transformant son chagrin en une logique tordue où Lily devait payer pour ne pas être Emma. Les enquêteurs, en reliant ces fils, commençaient à voir Caleb non comme un monstre, mais comme une victime d'un passé non résolu, manipulé par des forces psychologiques qu'il ne maîtrisait pas. Pourtant, des questions restaient. Pourquoi Caleb avait-il refusé de parler pendant les interrogatoires? Était-ce par culpabilité ou pour protéger ce qu'il restait de son illusion? Et les parents, avec leur aveuglement, portaient-ils une part de responsabilité? Alors que l'enquête approchait d'un tournant, un dernier témoignage allait émerger. Un témoignage qui révélerait le moment précis où Caleb avait franchi la ligne, et ce qui avait poussé Lily à devenir la cible de sa rage contenue. Le 16 mars 1998, la veille du crime, une tension palpable enveloppait la maison Whittaker. Les voisins, interrogés après coup, se souvenaient d'une soirée étrangement calme, comme si la ville entière retenait son souffle. À l'intérieur, la routine semblait intacte. Paul travaillait tard à la banque, Hélène donnait une leçon de piano à un élève dans le salon, et Lily, dans sa chambre, écrivait dans son journal. Mais Caleb, lui, était dans le garage, comme à son habitude entouré de ses barres de fer et de ses schémas. Ce que personne ne savait, c'était que cette nuit-là, un événement allait déclencher la spirale finale, transformant une obsession latente en un acte irréversible. Les enquêteurs, en reconstituant les dernières heures de Lily, découvrirent que tout avait commencé par une confrontation que personne n'avait vue venir. Un témoin clé émergea, Sarah, l'amie proche de Lily, qui avait passé l'après-midi avec elle ce jour-là. Lors d'un interrogatoire émouvant, Sarah raconta une conversation qui avait eu lieu dans la chambre de Lily. Assise sur le lit, entourée de poèmes éparpillés, elles parlèrent de l'avenir, des rêves de Lily de quitter Havenport pour étudier la littérature à l'université. Mais l'ambiance changea lorsque Lily mentionna Caleb. Elle m'a dit qu'elle avait peur de lui, confia Sarah, les larmes aux yeux, pas parce qu'il était violent, mais parce qu'il la regardait comme si elle n'était pas réelle. Elle a dit qu'il parlait d'Emma tout le temps, comme si elle était encore là et qu'il voulait qu'elle l'aide à la ramener. Lily avait confessé à Sarah qu'elle avait trouvé un dessin dans le carnet de Caleb, un croquis d'elle, entouré de barres de fer avec les mots « Corrigez l'erreur » écrits à côté. Terrifiée, elle avait confronté Caleb ce soir-là. Les enquêteurs, en recoupant cette information avec le journal de Lily, trouvèrent une entrée datée du 16 mars. Je lui ai dit que je ne pouvais pas continuer comme ça, qu'il devait arrêter de parler d'Emma, de la maison, de tout ça. Il m'a regardé comme si j'avais trahi quelque chose. Il a dit « Tu ne comprends pas, tu es la clé. Je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais j'ai peur. » Ces mots, écrits dans une encre précipitée, étaient les derniers de son journal. Il peignait une image claire. Lily, dans un élan de courage ou de désespoir, avait tenté de briser le mur de silence qui entourait l'obsession de Caleb. Mais cette confrontation, loin de le ramener à la raison, semblait avoir été le catalyseur de l'horreur. Ce qui s'était passé ensuite restait flou, mais les enquêteurs reconstituèrent une chronologie à partir des indices matériels et des témoignages. Vers 22 heures, Hélène se souvenait avoir entendu des voix élevées venant du garage. Elle avait supposé que Caleb et Lily discutaient, comme cela arrivait parfois entre frères et sœurs, et n'y avait pas prêté attention. Mais un détail qu'elle mentionna presque par hasard attira l'attention des enquêteurs. Elle avait entendu un bruit métallique, comme une barre frappant le sol, suivi d'un silence abrupt. À l'époque, elle avait pensé que Caleb avait fait tomber un outil. Maintenant, ce bruit prenait une signification sinistre. Peut-être le moment où Caleb, poussé à bout par les paroles de Lily, avait saisi une barre de fer. Les analyses médico-légales confirmèrent que le crime avait eu lieu peu après minuit. Lily avait été retrouvée dans sa chambre, mais des traces de sang minimes dans le garage suggéraient qu'un premier affrontement avait pu commencer là-bas. Les barres de fer, soigneusement alignées sur la table de Caleb, portaient des marques récentes,
comme si elles avaient été manipulées juste avant l'acte. L'une d'elles, en particulier, correspondait aux blessures de Lily. Un objet lourd, mais manié avec une précision presque mécanique. Ce qui troublait les enquêteurs, c'était l'absence de désordre dans la chambre de Lily. Pas de meubles renversés, pas de signe de lutte prolongée. C'était comme si Lily, dans ses derniers instants, n'avait pas eu le temps de se défendre, ou pire, comme si elle avait été prise par surprise par quelqu'un en qui elle avait encore une lueur de confiance. Le docteur Ellis, analysant les événements, proposa une hypothèse déchirante. Pour Caleb, Lily était devenue un obstacle à sa vision, une vision où il croyait pouvoir réparer le passé, ramener Emma, ou atteindre une forme de perfection à travers ses barres de fer. Quand Lily avait défié cette illusion, en lui disant qu'elle ne pouvait pas être la clé de son délire, elle avait brisé quelque chose en lui. Pour Caleb, cet acte n'était pas une punition, expliqua Ellis. C'était une correction, une tentative de réaligner son monde. Dans son esprit, Lily n'était plus sa sœur, mais un élément défectueux dans son système. Cette idée, bien que terrifiante, expliquait la froideur de Caleb après le crime. Son silence obstiné, comme s'il croyait encore avoir fait ce qui était nécessaire. Un dernier indice, trouvé dans le garage, ajouta une note encore plus troublante. Sous la table où Caleb alignait ses barres, les enquêteurs découvrirent une inscription gravée dans le bois, à peine visible. « Emma pardonne. Lily ne peut pas. » Ces mots, écrits de la main de Caleb, semblaient être un aveu, ou peut-être une justification. Il suggérait que Caleb voyait Lily comme une trahison de la mémoire d'Emma, une sœur qui n'avait pas su prendre la place de celle qu'il avait perdue. Était-ce cette croyance qui l'avait poussé à agir? Ou y avait-il autre chose? Une influence plus profonde, peut-être liée à la maison elle-même qui avait amplifié sa douleur jusqu'à la transformer en violence. Ce qui rendait cette nuit si déchirante, c'était l'idée que Lily, en essayant de sauver son frère, avait scellé son propre destin. Elle avait vu, dans ses silences et ses regards, un danger qu'elle ne comprenait pas entièrement, mais qu'elle avait tenté d'affronter. Et Caleb, prisonnier de son propre monde, avait répondu de la seule manière qu'il connaissait, avec la froideur du métal. Alors que les enquêteurs refermèrent cette partie du dossier, ils savaient qu'une dernière pièce du puzzle manquait, une vérité que Caleb gardait pour lui, une vérité qui pourrait expliquer pourquoi cette tragédie semblait inévitable. Alors que l'enquête approchait de son terme, les enquêteurs se retrouvaient face à un mur. Caleb. Son silence, ponctué de rares murmures cryptiques, semblait être la dernière barrière entre eux et la vérité complète. La maison Whittaker, scellée comme une tombe, avait livré ses secrets, les symboles dans la cave, le carnet d'Eleanor Carver, les échos du passé, mais aucun de ces indices n'expliquait pleinement pourquoi Caleb avait franchi l'irréparable. Les barres de fer, les dessins obsessionnels, les références à Emma, tout pointait vers un esprit brisé, mais il manquait encore un fil conducteur, une raison qui rendrait ce crime sinon compréhensible, du moins explicable. Les enquêteurs décidèrent de tenter une dernière approche, une confrontation finale avec Caleb, dans l'espoir de percer son armure. L'inspecteur Klein, accompagné du docteur. Ellis organisa un interrogatoire différent, dans une pièce plus calme, loin des murs froids de la salle habituelle. Ils apportèrent le carnet de Caleb, les lettres de Lily et une photo d'Emma, prise peu avant sa mort. L'objectif était de provoquer une réaction, de briser le détachement de Caleb. Lorsque Klein posa la photo d'Emma sur la table, Caleb tressaillit, son regard s'attardant sur l'image pendant un instant avant de se détourner. « Elle n'a rien à voir avec ça », murmura-t-il, sa voix tremblante pour la première fois. Mais quand Ellis lui demanda doucement ce que Lily avait fait pour mériter sa colère, Caleb se raidit. « Elle voulait tout détruire », dit-il. « Elle voulait que je l'oublie, que j'oublie Emma, que j'oublie la maison. » Ces mots, bien que vagues, étaient les plus clairs qu'il ait prononcés depuis son arrestation. Le docteur Ellis, s'appuyant sur ses bribes, tenta de reconstruire la psyché de Caleb. Elle émit l'hypothèse qu'il avait construit un monde où Emma, la sœur perdue, était devenue une figure quasi divine, un idéal qu'il cherchait à préserver à travers ses barres de fer et ses schémas. La maison, avec son passé trouble, avait amplifié cette obsession, peut-être en raison des reliques des Carver ou des symboles gravés dans la cave. Lily, en grandissant, était devenue un défi à cette vision. Elle était vivante, réelle, imparfaite, et refusait de se plier au rôle que Caleb voulait lui imposer. Sa confrontation avec lui, la veille du crime,
avait été l'étincelle finale. Pour Caleb, Lily était devenue une menace pour son monde intérieur, expliqua Ellis. En lui demandant d'arrêter, elle a brisé l'illusion qu'il avait passé des années à construire. Un nouvel élément émergea lors de cet interrogatoire. Lorsque Clean mentionna les symboles trouvés dans la cave, Caleb eut une réaction inattendue. Il ferma les yeux et murmura « Ils m'ont dit comment faire ». Interrogé sur ce « il », il refusa de répondre, mais ses doigts se mirent à tracer des spirales invisibles sur la table, comme s'il reproduisait les motifs gravés. Ce geste, presque hypnotique, rappela aux enquêteurs les notes d'Eleanor Carver, qui parlaient d'une présence dans la maison. Était-ce possible que Caleb, comme Eleanor avant lui, ait été influencé par une sorte de délire partagé, ancré dans l'histoire de la maison? Les enquêteurs, bien que réticents à embrasser des théories surnaturelles, ne pouvaient ignorer la récurrence de ces motifs et leur impact sur Caleb. Pour vérifier cette piste, ils firent appel à un historien local, spécialisé dans les vieilles bâtisses de Havenport. Il révéla que la maison Whittaker avait été construite à la fin du XIXe siècle, sur un terrain utilisé autrefois pour des rituels par une communauté marginale, fascinée par l'idée de structure parfaite, pour communiquer avec des forces invisibles. Les spirales gravées, selon lui, pouvaient être des vestiges de ses croyances, bien que leur signification exacte soit perdue. Caleb, en découvrant ces symboles dans son enfance, aurait pu les intégrer à son propre traumatisme, les transformant en une mission personnelle. Cette théorie, bien que spéculative, donnait un sens à son obsession pour le métal et l'ordre. Un dernier indice fut découvert dans les affaires de Caleb, caché dans une poche de sa veste, une lettre jamais envoyée, adressée à Lily. Écrite des semaines avant le crime, elle disait « Je suis désolée que tu ne comprennes pas. Je veux te protéger, mais tu rends tout si difficile. Emma me manque et la maison sait ce qu'il faut faire. » Ces mots, à la fois tendres et menaçants, révélaient l'ampleur du conflit intérieur de Caleb. Il aimait Lily, mais il la voyait comme un obstacle à sa quête impossible de ramener Emma. La maison, dans son esprit, était devenue une entité vivante, un guide qui lui dictait ses actions. Ce qui rendait cette phase de l'enquête si troublante, c'était l'impression que Caleb n'était pas seul dans sa tête. Était-il manipulé par un délire, amplifié par le passé de la maison, ou était-il simplement un jeune homme brisé par le chagrin, incapable de distinguer la réalité de ses propres illusions? Les enquêteurs, en refermant le dossier, savaient qu'ils ne sauraient jamais tout. Caleb fut inculpé pour meurtre, mais son silence persista. Même lors du procès, il fut condamné à la prison à vie, sans jamais offrir une explication complète. La maison Whittaker, quant à elle, fut abandonnée. Les habitants de Havenport refusaient de s'en approcher, et les rumeurs d'une malédiction persistèrent. Les barres de fer, saisies comme preuve, furent entreposées dans un dépôt, mais les enquêteurs ne pouvaient s'empêcher de ressentir un malaise en les voyant, comme si elles portaient encore l'écho d'une douleur ancienne. Lily, avec ses poèmes et ses lettres, restait une voix silencieuse, une victime dont le seul crime avait été d'aimer un frère qui ne pouvait plus la voir. Le rideau tombe sur l'histoire des Whittaker, mais les ombres qu'elle projette ne s'effacent pas si facilement. Dans cette maison de Havenport, où les murs semblaient murmurer des secrets anciens, un frère et une sœur se sont perdus dans un labyrinthe de chagrin, d'obsession et de silence. Caleb, prisonnier de son propre esprit, a transformé sa douleur en une logique froide, où les barres de fer devenaient les outils d'une mission impossible, réparer un passé brisé. Lily, avec sa sensibilité et son courage, a tenté de le ramener à la lumière, mais elle est devenue sans le vouloir la victime de son délire. La maison, avec ses spirales gravées et son histoire sanglante, n'était peut-être qu'un décor, ou peut-être un catalyseur, amplifiant les fissures d'une famille déjà fragilisée par la perte d'Emma. Ce qui reste, c'est une question qui hante encore. Où commence le mal? Dans l'esprit d'un homme? Dans les secrets d'une maison? Ou dans les silences de ceux qui n'ont pas su voir? Vous qui avez suivi ce récit jusqu'au bout, vous faites partie d'un cercle restreint, ceux qui osent plonger dans les abysses de l'inexplicable pour chercher la vérité. Ce n'est pas une quête facile. Elle demande du courage, celui de regarder en face ce que la plupart préfèrent ignorer. La fragilité de l'esprit humain, la façon dont un deuil peut se transformer en obsession, et comment une famille ordinaire peut basculer dans l'horreur. Vous avez choisi de ne pas détourner les yeux, et pour cela, vous êtes déjà plus qu'un simple spectateur. Vous êtes un chercheur de vérité, un membre d'une communauté qui refuse de laisser ses histoires sombrer dans l'oubli.
Cette tragédie nous rappelle que le mal n'a pas besoin de monstres pour exister. Il peut naître dans le cœur d'un frère, dans les murmures d'une maison, dans les silences d'une petite ville. Elle nous pousse à nous interroger: qu'est-ce qui se cache derrière les façades paisibles de nos voisins? Quels secrets dorment dans les murs des lieux que nous pensons connaître? Et surtout, qu'est-ce qui aurait pu arrêter cette spirale avant qu'elle ne dévore Lily? Ces questions, sans réponse claire, sont le véritable poids de cette histoire. Elles nous suivent, comme une ombre, nous rappelant que la vérité est parfois plus troublante que l'ignorance. Maintenant, je vous invite à faire un pas de plus. Dans les commentaires, écrivez cette phrase: cette histoire a changé ma façon de voir l'esprit humain. En le faisant, vous ne vous contentez pas de partager une pensée. Vous devenez une voix dans cette quête collective pour comprendre ce que personne n'ose raconter. Votre commentaire, si simple soit-il, est un signe d'engagement. Une preuve que vous faites partie des rares qui osent regarder l'obscurité en face. Il permettra à notre communauté de grandir, de rassembler ceux qui, comme vous, cherchent à percer les mystères de l'âme humaine. Et si cette histoire vous a marqué, partagez-la. Faites-la découvrir à ceux qui n'ont pas encore osé plonger dans ce tunnel sombre. Chaque partage est une lumière jetée sur des vérités cachées, une chance pour d'autres de rejoindre cette quête. S'abonner à cette chaîne, c'est plus qu'un geste. C'est une promesse de ne jamais fermer les yeux. C'est rejoindre une communauté unique, un cercle de curieux, de penseurs, de ceux qui savent que derrière chaque histoire se cache une énigme plus grande. Comme les spirales gravées dans la cave des Whittaker, ces récits nous attirent, nous définent, nous demandent de revenir pour en savoir plus. Alors, abonnez-vous et plongez dans d'autres vidéos, d'autres mystères, d'autres vérités enfouies. Car l'étrange et l'énigmatique ne s'arrêtent jamais, et votre curiosité non plus. Félicitations pour avoir eu le courage d'aller jusqu'au bout. Préparez-vous, car d'autres histoires attendent, prêtes à changer à jamais votre vision du monde.